Bonjour à tous et bienvenue. Avec les problèmes économiques de plus en plus croissants de multiples clubs de football à travers le monde, il y a de plus en plus de personnes qui s'interrogent. Comment peut-on en arriver là? Et on entend souvent des explications en fait très court-termistes. En France, par exemple, ce serait la faute à cette incapacité d'obtenir un bon contrat de droit TV. Donc là, il y a DAZN, auparavant il y avait Mediapro, et puis dans le monde entier, on a entendu que le Covid a été dramatique au niveau économique. Ce qui n'est pas totalement exact, ça dépend surtout des pays, parce que je vais tout de suite le dire, par exemple, prenez le Covid. Il y a des pays comme la France où les clubs ont obtenu une exonération de charges patronales. Or, comme on le sait, ce sont les masses salariales qui prennent le plus d'argent dans les budgets des clubs. Donc en fait, même si tu n'avais personne au stade, tu n'avais plus de matchs et tout, on sait que les billetteries, c'est très peu sur un budget. Et en fait, tu as presque fait une économie de tous les salaires que tu as pu économiser, notamment en charge. C'est ici un petit peu l'ironie. L'industrie footballistique, elle est inversement proportionnelle, c'est-à-dire l'activité économique, à l'image et à sa représentation médiatique. Parce que quand on écoute les médias, oui, ce sont des milliards, on parle de centaines de millions de transferts, des millions de commissions. Alors oui, c'est énorme. Mais si on met ça vis-à-vis d'une autre économie, par exemple le BTP, je ne vais même pas parler des matières fossiles, etc., on met de plein d'autres secteurs d'activité, en fait, le football, ce n'est pas énorme en termes d'économie et surtout en termes de bénéfices. Parce que souvent, on va parler des sommes qui ont été englouties, mais on parle très rarement de l'immense cas, c'est-à-dire que lorsque vous mettez de l'argent dans un club de football, c'est souvent à perte. En premier lieu, on va évoquer l'irrationalité, ce côté passionnel que le football offre. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le foot, c'est un peu comme une drogue pour beaucoup, tu n'as pas tellement envie d'en sortir parce qu'il y a un engouement, il y a quelque chose. D'un coup, politiquement, tu deviens très important, on te dit oui de partout, on t'offre quelque part les clés de la ville, comme me disait Roberto Digon, ancien vice-président de Boca Juniors. Et en fait, cette irrationalité-là, elle fait des fois perdre la tête à des chefs d'entreprise pourtant couronnés de succès. C'est-à-dire comment expliquer que des gens qui ont fait des fois fortune, alors, évidemment des fois vous avez les héritiers, vous avez des choses un peu plus compliquées, mais vous avez plein de personnes aussi qui sont très intelligentes. Elles arrivent dans le football et on a l'impression que le cerveau, elles l'ont mis de côté. Il y a plein de petits principes comme ça, parce que tout est fait pour te pousser à dépenser. Déjà au niveau médiatique, au niveau des fans. Rendez-vous compte, si vous ne mettez pas tant d'argent sur les transferts, ouais, il est radin, etc. Et en fait, il va y avoir une course quelque part à l'armement. Et en fait, on a l'impression que si tu dépenses pas, c'est pas bien. Donc en fait, on va t'inciter, les conseillers, les agents, parce qu'en fait, tout le monde va gratter. Donc il y a un travail d'usure qui est fait au niveau des propriétaires, en disant que si tu vas aller haut, il faut dépenser autant d'argent, etc. Donc en fait, on fait ça. Et regardez même pour les primes de match. Ce qui est quand même un concept. Comment vous pouvez imaginer qu'un joueur professionnel qui touche, on va dire, très bien sa vie, en gros, il prend une prime s'il gagne un match. Et souvent, qu'est-ce qu'il y a avec les caméras? Oui, double prime, double prime. Et vous avez des fois, vous savez, dans la folie du moment, l'engouement, les émotions, il y a plein de présidents qui disent oui. Sauf que forcément, c'est un trop supplémentaire dans le budget qui avait été prévu. Et donc en fait, il y a toute cette irrationalité-là qui pousse un propriétaire de club à davantage dépenser parce qu'il se prend en jeu. Alors évidemment, il y a aussi cette politique des nouveaux riches, et on peut comprendre, il y a des gens qui ont envie de se faire plaisir, qui ont gagné beaucoup d'argent, ok, il n'y a pas de problème. Mais à tous les autres, avec des fois les conséquences funestes que cela peut avoir. Regardez actuellement dans le football français, regardez il y a quelques années dans le football belge, ou par exemple encore il y a quelques mois à Deinz, ce club qui malheureusement a trépassé. On peut parler des cas en Italie, en Espagne, ou même en Angleterre, il ne faut pas croire. Vous avez énormément de clubs de division inférieure qui avaient fait faillite, ou qui sont repris de manière miraculeuse parce qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Et donc, outre l'irrationalité, il y a le phénomène des nouveaux riches. Et on le voit en haut comme en bas. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez vu Abramovich à Chelsea, ensuite vous avez vu le Qatar à QSI avec le PSG, vous avez Manchester City. En fait, vous avez eu des clubs qui, à un moment donné, ont surpayé certains transferts, certains joueurs pour justement les attirer parce qu'ils n'avaient pas forcément le prestige actuel pour attirer les meilleurs joueurs. Donc, ils ont cherché des joueurs, on va dire, d'une qualité supérieure et ensuite, il y a eu tout un business. Donc, en fait, ça a créé une inflation. Donc, ensuite, un joueur, admettons, de tel niveau, s'il valait 1, et maintenant, il vaut 1,5. Et donc, en fait, il y a certains clubs derrière qui vont devoir proposer davantage. Et ce phénomène, vous le voyez également dans les divisions inférieures. Aujourd'hui, en National 2 française, en 4e division, vous avez des clubs comme Cannes, il faut voir ce que ça donne en termes de salaire. Il y a des clubs de Ligue 2 qui ne sont pas prêts de proposer cela. Vous avez, attention, d'autres clubs, il n'y a pas que Cannes, évidemment. On peut parler, par exemple, de Bergerac, qui avait une politique de trading. Ça proposait des 2500 € par mois, plus la voiture, plus le logement. Ce qui, en National 2, en 4e division française, est énorme. Or, Bergerac a été exclu des compétitions nationales par la DNCG avec un trou entre 300 et 400 000 €. Et on atteint évidemment le destin du club suite à un appel. Donc en fait, cette course aux nouveaux riches dans toutes les divisions, rappelez-vous Versailles il y a quelques années en 3e division française, et en fait, ça fait comme une inflation pour les autres clubs parce que tout le monde veut se mettre au niveau. Et qui en profite évidemment, ce sont souvent des intermédiaires et des agents qui vont faire jouer ce jeu-là afin d'augmenter leur commission à travers les émoluments de leurs joueurs. Parce que bien évidemment, la première charge pour les clubs, c'est cette masse salariale. Et en fait, il y a de plus en plus d'équipes, elles misent tout sur des montées, notamment en division inférieure. Donc en fait, au détriment des autres secteurs d'activité, les jeunes... Bon, je ne vais pas parler du football féminin parce que ça n'a pas encore
de modèle économique viable. On va être très réel. Aujourd'hui, à 80-90% des cas, et ce n'est pas que pour le football, il y a un problème de modèle économique dans le sport féminin en général. Mais on aura le temps peut-être d'en reparler, voir ce qui se passe actuellement dans le basket féminin. Donc, si vous voulez, en fait, on met tout sur l'équipe première masculine et on oublie un petit peu le reste. Donc, c'est-à-dire que des fois, il y a des dettes à niveau de l'association, chez les éducateurs, etc. Parce qu'on met tout pour remonter. Parce qu'il y a évidemment ce côté d'ego, cette irrationalité. Et puis surtout, quand l'équipe 1 gagne, on dit que vous travaillez bien. C'est la même chose pour les fédérations de football qui vont tout mettre sur la sélection. Prenez par exemple la sélection de Guadeloupe, la sélection de Martinique pendant des années. Au détriment du football local, on misait tout le budget quasiment sur ces sélections-là, quitte à avoir des dettes et autres. Parce que si tu étais qualifié à la Gold Cup, on disait mais vous avez vu, ça travaille bien. Alors que, en fait, non. Mais en fait, c'est une vitrine. Et je vous parlais de cette irrationalité. Et aussi parce que les gens, je les comprends aussi, il se fient surtout aux résultats. Et souvent, on dit, qui dit victoire de l'équipe première, dit ça doit bien travailler. C'est pas forcément le cas. Donc, on le voit pour les clubs, on le voit pour les fédérations. Et donc, on met tout. Et notamment pour les clubs, il y a une masse salariale de plus en plus délirante, qui est souvent liée aussi à certaines commissions, parce qu'on a des contrats de plus en plus longs, parce que forcément, tout ça est indexé à des commissions. Or, on sait très bien que malheureusement, il y a beaucoup d'entourloupes et de carabistouilles. Même en division inférieure, croyez pas, des fois pour des commissions de 3 000 €, le directeur sportif, il vous prend 1 500. Et en fait, tout ce système, je veux dire presque de raquettes institutionnalisées, de cadeaux institutionnalisés, qui en fait vont greffer les budgets d'autres dépenses. Et vous avez dû remarquer que même si plein de clubs ont des difficultés économiques, il y a toujours énormément de transferts. Il y a notamment de plus en plus ces fameux échanges, qui ne sont pas des échanges en fait. Ça fait partie au jeu comptable, parce que c'est ça la merveille de l'industrie footballistique. C'est qu'en fait, et donc ces écritures comptables sont en fait assez trompeuses. On a déjà parlé de l'amortissement. C'est-à-dire, regardez, admettons vous achetez un joueur, 10 millions, 50 contrats. Sur votre bilan, c'est pas moins 10, ça va être moins 10 divisé par 5, le nombre d'années de contrat. Donc en fait, chaque année, c'est 2,5, 2,5. Je schématise globalement. Par contre, si vous vendez un joueur 10 millions, même si l'argent n'est pas arrivé sur votre compte, parce que je vous rappelle que les transferts sont payés en plusieurs fois, vous pouvez mettre plus 10. Donc si vous faites, admettons, 10 millions d'un côté, vous achetez un joueur, et on vous achète un joueur 10 millions, globalement, ça fait 7,5. Ça fait plus 10, moins 2,5, comme vous avez compris. Et donc, en fait, il y a des fois un décalage entre l'écriture comptable et réellement ce que tu as en trésorerie. Donc, de fait, sur le papier, c'est un peu trompeur. Et il y a plein de clubs, en fait, qui vont équilibrer leur budget à travers des transferts pareils. Je tiens également à préciser que le train de vie des clubs est dispendieux depuis très longtemps. Et malgré ça, malgré le fait que les clubs perdent de plus en plus d'argent avant transfert, la valorisation des clubs est de plus en plus grande. Donc en fait, on a l'impression que c'est de plus en plus d'argent. Aujourd'hui, on réclame des 200, 300... Enfin, je veux dire, regardez le prix des rachats de clubs. Aujourd'hui, c'est absolument délirant. Alors qu'en fait, si on regarde qu'est-ce que ça génère comme argent? Alors oui, ça génère des recettes. Mais en fait, les clubs, ils sont en déficit structurel chaque année. Et ils doivent se rattraper par quelques transferts avec également, l'un des autres problèmes, c'est le manque de contrôle absolu des instances du football international, déjà national, continental et international, même on va le dire, qui autorisent quasiment tout. Regardez ces multipropriétés qui sont en fait des manières souvent d'enrichissement. Parce qu'en fait, c'est là où on va comprendre à la fois dans le manque de contrôle, c'est aujourd'hui la manière dont les clubs sont rachetés. On sait qu'en Angleterre, on a interdit le LBO depuis les Glazers, et il y avait aussi Burnley. C'est-à-dire qu'en fait, on va endetter le club et en fait, admettons, donc je vais racheter un club, mais en fait, mon rachat, c'est le club lui-même qui va le payer à travers des prêts que le club va rembourser. Donc je contracte un prêt et ce prêt, en fait, c'est le club qui va le rembourser de par ce qu'il génère. Globalement, c'est ça. Sauf que, on l'a vu, Gérard Lopez à Lille, à un moment donné, c'est le club qui a remboursé une partie. Pareil pour GACP à Bordeaux, pareil pour John Textor à l'Olympique Lyonnais. Je le répète quand même, mais John Textor, notamment certaines actions de Jean-Michel Aulas, ce n'est pas John Textor qui les a payées comme cela a été annoncé, c'est le club de l'Olympique Lyonnais qui a payé pour, au final, le rachat de John Textor. Je ne sais pas si vous imaginez. Et ce modèle-là, malheureusement, il y a plein de pays, on le laisse, on le tolère, ce qui génère un autre souci. Et ce manque de contrôle des instances, il se voit parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle mode. Ces grands groupes et tout, qui vont sortir des management fees de plusieurs millions. C'est-à-dire que pour gérer un club, la holding va récupérer plusieurs millions. Sauf que s'il en a plusieurs, des fois ce sera un petit peu moins, mais globalement, elle va réussir à faire sortir de l'argent des comptes du club pour soi-disant une gestion. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir payer des hommes, etc., sans compter ensuite tous les intéressements du transfert, les fausses factures de scouting et tout. Donc en fait, on a une telle chien-lit que cela va pousser encore à la dépense et qu'en fait, on va sortir de plus en plus d'argent des clubs. Jusqu'à un moment où il est quasiment exsangue, mais c'est pas tellement ton problème parce que toi, en termes personnels, aujourd'hui, les rachats, c'est plus un ancrage local, le chef d'affaires local qui va mettre son argent, etc. En fait, ça t'impacte pas tellement parce que tu sais qu'il y a de plus en plus de volonté d'acquérir des clubs de football. Donc, tu vas toujours trouver un autre groupe, tu te dis ça. Et les valeurs, elles sont de plus en plus grandes. Donc, en fait, ton but, c'est de quoi? C'est de récupérer un club qui va pas très bien, souvent en D2. Tu te dis, je vais le monter en D1, je fais 3-4 ans et derrière, je revends plein pot.
Et cela donne de plus en plus de problèmes économiques aussi au club, de par la voracité de quelques hommes d'affaires très intéressés pour se faire de l'argent. Parce qu'ils ont bien compris que c'était un milieu sans foi ni loi. Et cet ancrage local, et on va dire tous ces schémas, peut-être un peu de contrôle, raisonné, foot à papa, aujourd'hui c'est plus le cas. Et on est dans quelque chose de plus en plus mondialisé. On parlera d'ailleurs de Blue Crow, ce groupe qui veut racheter Love, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et comme vous allez voir, il y a plein de manières en fait de faire sortir de l'argent. C'est-à-dire que tu le mets quelque part, mais tu vas le récupérer d'une autre manière, pendant que ton club y perd beaucoup d'argent, mais tu te dis que c'est pas grave, parce que les valeurs elles montent. Et donc tu vas potentiellement pouvoir le revendre. C'est pour ça que des fois, à un moment donné, le miracle il est plus possible parce qu'on a vu tous ces artifices, qu'on pousse les gens à mettre de l'argent, etc. Sauf qu'à un moment donné, tu as aussi la réalité. Pourquoi il y a autant de clubs de football? Donc je rappelle, des entreprises qui génèrent quand même en chiffre d'affaires des dizaines de millions bien souvent, qui ont autant de retard de salaire. Pourquoi certains ont des problèmes pour être à jour au niveau de ces cotisations sociales? Il faut se poser toutes ces questions-là et je terminerai là-dessus. C'est sur la valorisation des clubs. Je demande quand même à voir parfois parce que oui, il y a de plus en plus peut-être d'actifs immobiliers et encore quoique, mais en fait aujourd'hui on compte surtout vis-à-vis de la valeur des contrats des joueurs. Et ça, c'est quand même piégeux parce que tout ça, non seulement peut être éphémère, peut être brisé par une blessure, par une descente ou une mauvaise saison. Donc au final, on se base quand même sur beaucoup d'artificiels et de combines et très peu de solides. Donc j'espère que ça vous permet de mieux comprendre ce monde complètement fou, déréglé et surtout avec des dirigeants qui malheureusement perdent trop souvent la tête lorsqu'ils arrivent dans un club de football. Et je tiens encore à dire cela parce que dans 10 jours, donc, sort mon prochain livre, L'Industrie du foot 3, grosse magouille entre ennemis spécialement pour le foot français. Amazon, Fnac, Libraire ou sur le site de l'éditeur, j'ai mis les liens, n'hésitez pas. Je vous remercie évidemment pour le soutien. Pourquoi j'en reparle? Parce que ça permettra à tout le monde de comprendre pourquoi le football français est tombé dans l'abîme, autrement que par dire oui, c'est problème de droit TV, Mediapro, le Covid. Non, croyez-moi, le problème est bien plus large et plus que jamais, il faut l'identifier. Sur ce, keep the faith.